Bakary Dadou, Virgile Aronce. Bonjour à tous, bienvenue. La rentrée scolaire 2016-2017 est prévue pour demain, 3 octobre 2016. Première marque d'importance, ce serait la première rentrée scolaire sous le régime dit de la rupture. Alors, sous quel auspice va démarrer l'école cette année? Les acteurs sont-ils satisfaits comparés aux années antérieures? Quel est l'état des lieux et peut-être surtout l'année scolaire va-t-elle se dérouler en toute quiétude? Des questions que vous vous posez sans doute, des questions que nous allons à notre tour poser à nos invités, des acteurs en premier de la quiétude ou de la perturbation de l'année. C'est eux qui décident et qui ont toujours décidé. Au grand rendez-vous ce matin, 2 responsables syndicaux de l'enseignement primaire. Monsieur Martin Bakary, il est le secrétaire général national de la Confédération des syndicats engagés du Bénin, CSEB en abrégé. Il est membre du Conseil des sages du CSDS, du ministère des enseignements maternels et primaires. Et puis, Liafissi Ayelo, il est le secrétaire général national du syndicat du collectif national des enseignants pour une crédibilité de l'éducation au Bénin. Il est enseignant contractuel de l'État promotion 2007 au ministère de l'enseignement maternel et primaire. Par ailleurs, donc, chers invités, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Gilles. Bonjour, monsieur le journaliste. Je ne pose plus la question de savoir si la rentrée aura lieu. Certainement, la rentrée aura lieu. Mais est-ce que les choses auront été mises en place? Est-ce que les choses auront été faites normalement, disons, comparées aux années antérieures? Je pose la question en premier à M. Bakary Martin. Merci, monsieur le journaliste. Je ne saurais répondre à votre question ici sans remercier Soleil FM de cette opportunité que la radio nous offre pour exprimer notre état d'âme à la veille de cette rentrée scolaire, la première du régime de rupture. Je voudrais, pour répondre à votre question, vous dire qu'en réalité, aucun acteur aujourd'hui du système ne saurait vous dire que cette rentrée n'a véritablement été pas préparée. Elle a été mieux que par les années passées préparée. Je puis rassurer tout le monde que la rentrée sera effective. Mais la question est de savoir, est-ce que l'année scolaire sera paisible? Ah oui. Une rentrée effective n'est pas synonyme d'une année scolaire apaisée. Et c'est en cela que nous venons ici, pour répondre à vos préoccupations et expliquer un certain nombre de choses au peuple tout entier. Monsieur Liafissi Ayelo. Merci beaucoup. Je salue tous les auditeurs. Je salue la radio Soleil FM, en particulier vous, monsieur Vigile, pour nous avoir accordé cette planche de l'émission. Et pour répondre à votre préoccupation, je pense que comme l'a dit le RG confédéral, la rentrée est effective, mais c'est la suite que nous aurons à étudier. Vous approuvez, les choses ont été mieux faites que par les années antérieures? Du point de vue organisation, les choses ont été mieux faites que les années antérieures. Alors, monsieur Bakary, quel nuage entrevoyez-vous? Pourquoi vous jouez à faire peur aux gens tout de suite? La rentrée a été mieux préparée. On peut dire que sur la durée, on peut aussi gagner de parcelles, non? Pourquoi vous pensez déjà qu'une rentrée normale ne garantit pas forcément une année scolaire normale? Bon, permettez-moi, monsieur le journaliste, de vous dire que s'il est vrai que le gouvernement de la rupture a fait un effort dans la préparation de cette reprise des classes, il est quand même évident de souligner qu'il y a quand même des revendications qui sont restées tapis dans l'ombre et qui n'ont pas été satisfaites. Alors c'est fort de tout ça que nous estimons que, au-delà de la préparation d'une rentrée,
il faut envisager le règlement d'un certain nombre de préoccupations. Non, Alors, on va revenir. Nous ne faisons donc pas peur au peuple béninois, nous ne disons que ce qui est. On va revenir sur les problèmes toujours sur la table. Mais parlant donc de l'appréciation de la rentrée scolaire, on sait que les affectations dans le secteur secondaire notamment étaient intervenues il y a à peine 2 semaines et que cela posait de problèmes pour ces acteurs-là, ces enseignants qui doivent aller prendre fonction. Il y a que ce n'est qu'il y a 1 semaine seulement que on a annoncé la suppression de certains lycées, de certaines créations ainsi. Et vous n'êtes pas sans savoir le problème donc des enseignants ou des directeurs qui ont été déchargés pour mauvais résultats. Tout ça, c'était des grincements de dents qu'on a entendus et qui relevaient pour certains d'une mauvaise rentrée, en tout cas des informations qui sont intervenues un peu tard. Pour vous, ce n'est pas des éléments d'appréciation qui comptent, monsieur Aïlo? Merci beaucoup. Ce sont des éléments à prendre en compte parce que pour qui enseignant, directeur d'école, et quelle que soit la faute, du jour au lendemain dit qu'il est déchargé, d'abord c'est le moral qui est affecté, à partir de lui, sa famille et l'entourage. Ensuite, par rapport aux autres réformes, et dans notre secteur, il y a des collègues qui étaient en service dans les bureaux, qu'on a retournés sur le terrain. Là, ça fait un deuxième mécontentement. Donc, s'il faut faire la somme de tous ces petits grincements de dents, c'est sûr que la rentrée effective, même moralement, est-ce que les gens vont se mettre à la tâche en tant que tel? Donc, c'est des éléments qu'il ne faille pas négliger. C'est vrai, mis à part cela, nous allons parler des revendications qui seront vraiment des éléments perturbateurs. Vous êtes pressé de parler des revendications, mais on va y arriver. Alors, dites-nous, M. Bakary, c'est des éléments à améliorer, ces éléments que j'ai cités tantôt? Oui, je crois que socialement, vous avez raison. Et un directeur qui est déchargé ne sera certainement pas content. Et un enseignant qui était dans les bureaux, qu'on a renvoyé sur le terrain, ne sera pas content. Mais il faut avouer que c'est quand même des dispositions qui méritaient d'être prises pour que nous puissions remettre notre école sur les rails. Parce qu'un directeur qui a été déchargé, je crois que vous avez suivi beaucoup de commentaires sur cette décharge des directeurs qui ont, je dis, fait 0%. Je dis bien 0%. En réalité, les textes en la matière prévoient que ce n'est que ceux qui n'auraient pas fait 20% qu'on puisse décharger. Alors, si le cabinet n'a pu n'est resté que dans la marge de 0%, on peut considérer que c'est une faveur. C'est une faveur. C'est une faveur et je crois que ceux-là n'ont rien à protester, n'ont rien pour dire qu'ils ont été brimés. Un directeur qu'on envoie dans un établissement, il faut avouer qu'il a une responsabilité qu'il mérite d'assumer. Et j'ai été directeur au même titre que je crois que je n'ai jamais fait moins de 75%. Alors, mais c'était certainement au moment où l'école faisait 100%. Non, mais je dis même si l'école devrait faire 100%, en réalité ceux-là n'auraient que 0. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a beaucoup de nos collègues aujourd'hui qui ne se mettent pas au travail. Hein. Il ne faut pas qu'on vienne ici parce que syndicalistes pour défendre seulement. Et invitons nos collègues au travail et que cette situation ne se répète guère. C'est vrai, ça fait mal. Surtout qu'ils ne s'y attendaient pas. Mais je crois qu'avec ce gouvernement, si nous savions que le gouvernement est venu pour bannir l'impunité, pour éliminer un certain nombre de vices que nous connaissions, je crois qu'il est tout à fait normal qu'on soit prêt à accepter ce genre de dispositions qui ont été prises. C'est dans la logique de la rupture. Oui, c'est vrai. C'est dans le même sens que la rupture. Il ne faut pas qu'on pense que c'est financièrement que le régime doit pouvoir faire une rupture, mais moralement et professionnellement, il faudrait qu'on soit prêt à cela. Les collègues qui ont été envoyés sur le terrain, le gouvernement est resté
dans la marge de 15 ans de service. Vous parlez de ces bureaucrates-là qui ont été envoyés sur le terrain. Moi, je crois avant, n'allait dans les bureaux que ceux qui avaient déjà une expérience professionnelle avérée qu'on pouvait exploiter dans les bureaux, et notamment ceux qui étaient malades, qu'on ne pouvait pas maintenir en situation de classe. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'à peine les jeunes sont recrutés et blanc, on les envoie au bureau. S'ils ne sont pas d'une formation qui puisse leur permettre d'aller travailler dans les services décentralisés, et que c'est pour raison de classe qu'ils ont été recrutés, je trouve tout à fait anormal qu'on puisse les envoyer dans les bureaux. Et moi, j'ai toujours dit, j'ai une fille qui est dedans, c'est mon aînée. Et je lui ai toujours dit, ma fille, je ne suis pas d'accord pour ta position dans un bureau. Il faut rester sur le terrain et faire tes examens professionnels. Ça a fini par la rattraper. Elle est aussi envoyée. Et j'ai dit, c'est mieux pour moi que ce soit comme ça, pour que tu puisses vraiment évoluer professionnellement. Alors, en dehors de tout ça, voyons les problèmes que ces situations-là créaient pour le système. Voyons ces problèmes-là en face. On recrute, blanc, les gens se retrouvent au bureau et les classes sont vides. Et bien souvent pour des galons politiques. Ah mais écoutez, aujourd'hui, avec talent, je crois que ces données-là finissent par disparaître et nous ne pouvons que saluer l'initiative. Oui, mais vous étiez là hier, on n'a jamais entendu les syndicalistes prendre ça comme une cause. Non mais écoutez, si vous m'aviez écouté de tout le temps, moi il y a un certain nombre de choses que je dénonçais. C'est vrai que le régime passé, c'est un régime que j'ai soutenu parce que le régime a travaillé sur un certain nombre de plans, mais il y a également des aspects sur lesquels on ne s'entendait pas. Oui, mais ce sont les choses que le régime a le plus creusées et que tout le monde sait, que tout le monde dénonce. Mais je vous dis tout qu'il y a aussi des dénonciations. Vous ne me direz pas que ceux qui sont aujourd'hui dans le gouvernement de la rupture étaient toujours dans la même dynamique aussi. Pourtant, ils sont venus, ils étaient du régime passé, aujourd'hui ils se retrouvent dans la rupture. Je crois que c'est un problème de philosophie et d'orientation de chaque gouvernement. Monsieur Liafissi Ayelo, je n'ai pas l'impression, quand je vous ai écouté, que vous avez la même lecture que Monsieur Bakary concernant donc les directeurs qui ont été déchargés pour insuffisance de résultats. Merci beaucoup. Je pense que apparemment c'est un test qui existait et c'est l'application de ce test qui posait problème, compte tenu des considérations politiques qui ne permettaient pas aux enseignants de présenter le vrai visage du niveau de nos apprenants. Parce que, mis à part les préparations des examens, il y a la correction, il y a le rachat qui s'opérait. Et pour moi, ma foi, il devait avoir un avertissement avant que cette décision ne tombe. Un avertissement, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est vrai, un test existe, l'application vraiment n'est pas effective. Aujourd'hui, nous devons opérer une rupture. Voilà le test, voilà le visage que vous avez présenté parce qu'il n'y avait pas l'idée selon laquelle il ne fallait pas racheter. Oui, mais est-ce que le texte prévoit d'avertissement? Bon, quelque part, dans le texte, c'est l'arrêté et l'article 35 et 36 qui a été appliqué. Donc si les directeurs en question avaient déjà une lumière avant l'examen de ce que, attention, prenez vos dispositions, je pense que cela ne serait pas une surprise pour ceux-là. Mieux, parmi eux, il y a des gens à peine qui ont pris service en mars. En février, ceux-là sont frustrés. Quelque part, il faut opérer une rupture, c'est vrai, mais quand elle est trop brusque aussi, c'est ce qui gêne un peu. Oui, mais est-ce que, comme le dit Bakary, est-ce que ce n'est pas pour la santé du système? Effectivement, c'est pour la santé du système. Ma foi, il ne faut pas qu'on se voile la face. Il y a parmi nous des brebis galeuses. Ça, c'est vrai. L'homme n'est pas censé tout faire à 100%, mais si nous pouvons faire le maximum, je pense que en notre âme et conscience, chacun serait satisfait. Parce que quand vous sortez et que vous voyez un de vos apprenants, vous saluez, vous dites, je suis en 2e année d'université, je suis dans tel service, c'est tout le réconfort de l'enseignant. C'est tout le réconfort. Si cet élément peut être généralisé dans tout le pays, sincèrement, le niveau ne serait pas auquel nous sommes aujourd'hui. Donc, quelque part, c'est vrai, c'est difficile. Le début, c'est comme une révolution. Et toute révolution, vous savez que
elle fait toujours des grincements de dents. Nous allons nous y atteler pour vraiment aider le système éducatif. Vous êtes sans doute pressé de parler des revendications que vous avez, de ces perturbations possibles de l'année scolaire, mais avant d'y arriver, parlons d'abord de ces résultats-là. On n'a pas l'impression, quand on a observé les acteurs de l'éducation, les acteurs de l'école, que les résultats auraient obtenu les réponses appropriées pour une année qui ne va pas répéter les mêmes résultats. Je veux dire, on n'a pas l'impression que ce qu'on a déploré, que grand chose soit faite, outre ce que vous avez dit, qu'on a déchargé certains directeurs, qu'on ait fait quelque chose vraiment pour éviter ces rentrées. Quelque chose a été fait sans que vraiment le grand public n'ait vu. Dites-nous, M. Martin Bakary. Oui, merci. C'est vous de l'extérieur qui pensez que rien n'a été fait pour que nous ne retombions plus dans ce qui se passait. Au fait, d'abord, en dehors de ces mesures que nous venons tantôt de citer, je crois que le ministère des enseignements maternels et primaires, pour ce que je maîtrise le plus, a quand même pris des dispositions. Voyez, nous avons dans un premier temps revu l'atlas, c'est-à-dire la carte scolaire de chez nous, et c'est très important comme disposition prise. Et comment cela s'explique? En réalité, nous avons décrié la pénurie criarde des enseignants. Aujourd'hui, le constat, c'est que le gouvernement ne peut vraiment pas recruter à 100% ce que nous souhaitons. Mais que faire pour que le nombre d'enseignants utilisés sur le terrain puisse résoudre tant soit peu ce déficit-là? Alors, on a dû fusionner un certain nombre de complexes dont les groupes tous réunis ne donnaient pas un effectif vraiment probant. Alors, avec cette fusion, on a dû redéployer les enseignants de ces écoles fusionnées pour combler des classes vides qui existaient. Autrement dit, le régime antérieur avait créé des écoles qui ne devraient pas être, qui n'avaient pas une raison d'exister. Tout à fait, tout à fait. Et il faut avouer que c'est vrai, c'est aujourd'hui, nous en parlons, nous en avions parlé, mais pas de la même teneur. Le principe d'électorat souvent recherché par notre ancien régime, je dis le principe d'électorat souvent recherché par l'ancien régime a fait que il y a des dispositions qu'on devrait prendre, mais qu'on ne prenait pas. Parce qu'on estime que en le faisant, ça ferait mal à des gens, à des populations, ça ferait mal à des coordonnées et on conçoit la chose comme ça. L'atlas dont je parle, écoutez, le même DPP qui était en service aux membres il y a 3 ans, c'est ce même DPP en réalité qui a encore proposé ce que nous faisons là. Donc il est à féliciter. Cela voudra il est à féliciter. Le problème était où alors? Non mais écoutez, mais quitte à ce que le directeur propose et que l'homme politique qui veut régenter le pays puisse accepter. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Mais avec l'Atlas, nous avons pu avoir un certain nombre d'enseignants que nous redéployons dans les classes vides. Ça, c'est une mesure, une première mesure. Une première mesure. La deuxième mesure, c'est l'acte courageux qu'a posé le ministre Salimane Karimou en prenant des enseignants qui sont dans les postes sédentaires là, qu'on redéploie. Mais je crois que c'est la deuxième mesure. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, il est question que nous puissions faire des régions pédagogiques. C'est à savoir quoi? En raison de la pénurie des inspecteurs aujourd'hui, de l'insuffisance des inspecteurs pour couvrir les circonscriptions scolaires, on a regroupé un certain nombre de circonscriptions scolaires qui seront sous la tutelle d'un inspecteur, bien sûr en fonction, pas un inspecteur à la retraite. Et nous avons dénommé ces régions-là des régions et des inspections pédagogiques, c'est-à-dire des régions pédagogiques, et ce sera dirigé par un inspecteur. Et les CP, donc, seront là pour le contrôle dans les classes. Ils seront appuyés dans leurs fonctions par des inspecteurs à la retraite qu'on va solliciter ponctuellement, aussi par des CP à la retraite. Alors,
cet acte de suivi dans les circonscriptions scolaires ne fera que rehausser la qualité du système éducatif. Alors, Monsieur Liafissi Ayelo, est-ce que ces mesures suffiront pour que, on voit le rejaillissement sur les résultats vraiment en classe, dans les classes? Mis à part ces réformes-là, je pense que pédagogiquement, des réformes ont été opérées et la question de l'introduction, de la prise en compte de la dictée, par exemple, du CI au CM2, c'est un élément pédagogique qui existait, qui a été négligé. Je pense que cette réforme-là, avec la conscience professionnelle, accompagnée du contrôle pédagogique qui va s'opérer, je pense que nous allons constater si effectivement les parents d'élèves s'y mettent à la tâche, les enfants aussi, de par leur volonté, s'ajoutent, je pense que nous pouvons relever le niveau du système éducatif. Les vacances, c'est 3 mois, mais on sait bien que ces mesures ont été prises il y a seulement quelques semaines. Il revient encore sur le problème de retard. Une école qui est supprimée juste à quelques jours de la rentrée, certainement. Je ne sais pas si vous êtes parents, mais ça pose des problèmes. Ça pose un problème pour les parents. Ça rejoint également les enseignants, les 3601 enseignants qu'on a annoncés qui doivent être recrutés. Ça fait partie de la solution, certainement, mais une solution qui vient un peu tardivement, non? Les enseignants ne sont même pas encore allés à ces concours-là. Monsieur Liafissi. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est ce que nous avions l'habitude de vivre, mais il faut saluer l'initiative. Ce n'était pas évident. Ce que nous avons déploré au niveau de l'enseignement maternel et primaire, c'est que les concours, en tant qu'on avait eu à supprimer, nous a un peu écœurés parce que les enseignants... On ne devrait pas? Oui, les enseignants sont allés sur la base des diplômes professionnels et non des diplômes académiques. En réalité, si ces effectifs-là étaient laissés, le concours était validé au niveau de l'enseignement maternel et primaire, nous n'allons pas vivre cet élément. Ils seront environ 4000 et quelques, avec les enseignants redéployés et les écoles compressées, c'est vrai. Nous allions commencer la rentrée comme il se doit. L'autre chose aussi, c'est la lenteur. Dans les réformes par rapport aux réformes pédagogiques, il doit y avoir une formation. Les formations ont eu lieu. Maintenant, par rapport à la valeur qu'il faille redonner à la dictée et autres, les RUP, les directeurs d'école sont allés à la formation. Je pense que lorsque nous allons reprendre les activités des unités pédagogiques, je pense que chaque enseignant sera outillé et dans ce domaine. On parlait donc des problèmes ou plutôt des solutions, mais on sait aussi qu'on a supprimé les enseignants à NPE. En tout cas, on a mis un thème à leur contrat. Est-ce que ça, par exemple, ça ne vient pas plutôt comme un problème là où on est en train de chercher plutôt des solutions? Monsieur Bakary. Oui, avant que je ne réponde à ça, écoutez là. En revoyant un peu l'atlas scolaire, vous savez, on a pu récupérer 3331 enseignants qu'on va redéployer dans les classes qui étaient vides. 3331 enseignants qu'on va remettre dans les classes. Grâce à la nouvelle carte scolaire. Grâce à la nouvelle carte. En prenant les enseignants en poste sédentaire, ça fait 219. D'accord? Alors, quand vous avez de ces chiffres-là, qui en réalité étaient déployés pour ne rien faire. Là, c'est d'abord un acquis. Et vous imaginez les enseignants ANP et volontaires. Au fait, c'était une politique de l'ancien régime. Alors, pour quel objectif, je ne saurais le dire ici. Mais je dis, ces collègues-là, c'est des gens qui sont titulaires du CAP ou du CAP. Donc, ils ont fait des écoles professionnelles. Ils ont fait des écoles professionnelles. Aujourd'hui, on veut ouvrir un concours pour eux. Et je crois que dans la normale des choses, c'est des gens qu'on devrait rendre d'abord prioritaires à partir du moment où ils ont déjà servi le système. Ce que moi, je voudrais leur demander, c'est de concourir pour le prochain texte qui sera organisé, et je crois que la chance leur sourira. Ces gens, ils ont déjà la main. Voilà, 3601, c'est en réalité le nombre qui avait été demandé par le MAMP pour être
reversés dans l'éducation. Ça a été supprimé, les 3600 ont été accordés. Mais en réalité, le déficit total qu'on avait, c'était près de 15 000. Mais lorsque, avec toutes les gymnastiques, on finira par reverser et ces enseignants qui sont partis des bureaux, ce qu'on a pu récupérer avec l'atlas scolaire, il y a les élèves maîtres qu'on va répartir dans les écoles, c'est-à-dire les gens qui sont dans les écoles. Qui sont dans les écoles normales maintenant, ils iront pour les stages de professionnalisation. Il y a les enseignants qui ont fait stage de professionnalisation cette fois-ci là. Ils sont près de 2291. Ils ne sont pas reçus pour les stages de professionnalisation, mais ils retournent dans les écoles. Mais avec tout ça, nous n'aurons qu'un déficit environ de 2000, comparativement à 15 000. Non, moi j'estime qu'il y a quand même des dispositions pour réduire ce fossé-là. Puisque nous parlons toujours des problèmes, monsieur Liafissi Ayelo, ces enseignants dont on a parlé, enfin, disons ces stagiaires, ces apprenants des écoles professionnelles de l'enseignement, il y a un problème aussi qui se pose à leur niveau, à savoir que ils ont fait normalement le parcours, ils ont soutenu, mais à la fin, on les déclare plutôt récalés parce qu'ils n'auraient pas eu, enfin, certains disent qu'ils n'ont pas les raisons, certains disent que c'est parce qu'ils n'ont pas eu la moyenne en dictée, alors qu'ils ont soutenu régulièrement et qu'ils étaient arrivés à la fin du processus. Merci beaucoup. Je pense que, ma foi, dans l'ordre normal des choses, le recrutement dans les ENI devait s'opérer sur la base de la dictée qui se fait à la fin du processus. C'est ce qui, moi, me gêne personnellement. Si à l'entrée... Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas à la fin qu'il faille imposer le test de la dictée, mais plutôt à l'entrée. Là, chacun serait déjà situé. Et après la soutenance. Après la soutenance. C'est ce qui me gêne un peu dans l'ordre. Ça tombe sous le sens, le bon sens. Non, pas du tout. Le bon sens, pour moi, serait que le test de recrutement dans ces ENI se repose sur la dictée et non à la fin du processus de la soutenance. C'est ce qui, moi, me gêne. Alors, M. Martin Bakary, vous les comptez parmi ceux-là qui vont nourrir le système, mais eux, ils menacent de ne pas aller faire donc de stage professionnel à partir du moment où ils ont été recalés pour la dictée question et qu'ils ont déjà fait ce stage-là antérieurement. Mais écoutez, ils menacent pourquoi? On vous dit que vous avez fait une formation à l'issue de laquelle vous n'avez pas été accepté à la fin. Et vous menacez pour dire que vous n'irez pas faire stage professionnel. Mais ils ont déjà fait le stage, le même stage. Non, mais et on veut les réutiliser. Mais écoutez, s'il vous plaît, il faut qu'on ait honte à leur place. Vous ne pouvez pas être enseignant et ne pas être en mesure de répondre à l'épreuve de dictée. Vous retournez faire quoi aux enfants? Et c'est ce que nous constatons. Pour la plupart de ceux-là qui sont passés par les mailles, aujourd'hui qui sont sur le terrain, il y en a parmi eux qui sont bons. Par contre, il y en a qui ne peuvent pas vous faire une phrase sans 2, 3, 4 fautes. Ils ne peuvent pas. Alors, nous allons continuer de supporter ce genre de choses. Oui, mais est-ce que, comme me dit M. Ayelo, ça n'aurait pas dû être à l'entrée, donc... Mais je vous dis, en réalité, il faut un texte pour être recruté. Le drame est quoi? Lorsqu'on dit les ATP, c'est-à-dire les enseignants à titre payant, et tout le monde, parce qu'on a l'argent, on vient s'inscrire, on va en formation. Moi, j'ai demandé que même ces ATP-là, que l'on puisse les soumettre à un test avant de les admettre pour la formation. Et que ceux qui vont vers les ENI privés, là, que le ministère des enseignements maternels et primaires s'implique dans une organisation d'un léger texte pour voir ceux-là qui vont s'inscrire dans les ENI privés, ils ont quel niveau d'études, ils ont quel bagage intellectuel pour aller compter près de 300, 400 000 pour se faire former. Et dès qu'on compte l'argent pour se faire former, on suppose qu'on est apte pour aller travailler dans une classe. Moi, je crois que, à l'instar de ce que dit Ayelo, il faudrait que notre ministère fasse en sorte que l'entrée à l'école normale pour une formation soit assujettie à un test vraiment rigoureux.
je suis d'accord. S'ils n'ont pas passé par ces niveaux-là et qu'on trouve qu'il faut les soumettre à une dictée à la fin, j'étais le premier à contester cette décision-là. Et c'est moi qui ai fait que, il y a 3 ans, le DEC et tout le cabinet ont remis en cause la délibération qui avait été faite, qui ne donnait que, je crois, 19%. Et de 19%, on a accepté la horde là dans le temps. Mais écoutez, nous n'allons quand même pas continuer. Il faut arrêter le massacre. Et si nous avons accepté d'amener le président Talon et avec ces principes de rupture et de nouveau départ, nous devons accepter qu'il y ait de nouvelles choses qui soient appliquées. Je vous remercie. Oui, je pense que c'est normal parce que c'est vrai, nous qui sommes sur le terrain, au cours des unités pédagogiques, même au cours des échanges entre collègues, vraiment, ça ne va pas. Sincèrement. J'ai un cas que j'ai l'habitude de compter chaque fois. En situation de classe, séance stupé, le collègue ne s'en sortait pas. On a dû surseoir à l'activité, on a demandé à faire une synthèse, on lui dit, appréciez-vous. Le collègue ouvre la bouche et dit, lui-même il sait qu'il a des problèmes dans la vocabulaire. Mais je vous dis, j'ai levé le doigt pour dire, bon, monsieur le RUP, je pense qu'on peut mettre fin à la séance du P déjà. Nous avons eu ce que nous voulons. Donc, c'est vrai, les ennemis privés, tel qu'a dit le SG confédéral, il faut vraiment qualité. Même au niveau du public. Vous pensez que ça, les déchets ne viennent que des ennemis privés? Je dis même dans le public. Même dans le public. Il faut quand même essayer de renforcer cette formation afin d'avoir des produits bien faits. C'est mon appréciation. Donc c'est plutôt au départ, donc à l'entrée qu'il faut plutôt... C'est au départ, oui, sincèrement. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le système plus globalement qui est en cause? Est-ce que ce ne sont pas simplement les produits donc, du système scolaire d'aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas parmi ces produits, avec toutes les réserves, ce n'est pas parmi eux qu'on va sélectionner et docteurs et médecins et journalistes et tout le reste? Est-ce que ce n'est pas le système simplement qui est en cause? C'est le système dans sa globalité. Parce que moi, j'ai eu la chance de faire les programmes intermédiaires. Et quand vous y mettez la volonté personnelle, je pense que ce que vous n'avez pas comme expérience, vous pouvez l'acquérir plus tard. Alors, les nouveaux programmes aujourd'hui, avec le niveau des BPC à partir de 2000 et environ, je pense que ces enseignants-là, autant qu'ils sont, tout le monde n'avait pas le bagage académique ou intellectuel qu'il fallait pour vraiment affronter ces programmes en vigueur. Ceux-là qui ont pu s'en sortir, ils ont eu à faire une expérience en tant que communautaire avec les programmes intermédiaires. Et quand, avec la volonté, vous pouvez arriver... Parce que parmi nous, on arrivait à déceler des insuffisances au cours des activités pédagogiques, unités pédagogiques qu'on notifiait aux aînés pour dire, est-ce que de ce côté, est-ce que c'est normal? Il faut revoir. Même dans les manuels au départ, nous, on avait identifié des fautes qu'on a signalées. Le programme même, il fallait qu'on revoie. Si moi, je prends personnellement le manuel de mathématiques du CM1, avec la première situation de départ, vraiment, c'est tout un mélange. Système métrique, ceci, tout ça. Or, si, au départ, l'expérience personnelle ne vous permet pas de revoir les fondamentaux de la mathématique avec ses enfants, même des enseignants même ont des problèmes pour déchiffrer ces activités-là. À cause de ce mélange. À cause de ce mélange. Enfin, je souffre parce que nous arrivons enfin à ces nuages-là qui pourraient perturber l'année scolaire. Martin Bakary, quelles sont les revendications aujourd'hui qui sont sur la table qui pourraient perturber la quiétude de l'année? Merci bien. Et je voudrais, comme première revendication de mon monde, à savoir le grand monde des enseignants aujourd'hui que j'ai, ma confédération, c'est le problème de la CNSS et du Fonds national de retraite. C'est un problème que nous avons agité pendant des années, du temps de l'ancien régime,
qui a trouvé que véritablement il y a des insuffisances administratives dans le règlement de ce dossier, qui a commencé quelque chose mais n'a pas évolué, et nous sommes venus à l'aide de la rupture. Et je voudrais, après que nous ayons présenté ce dossier-là, que ce gouvernement puisse prendre ses responsabilités. Parce que c'est un problème criard. Et le grand monde aujourd'hui des enseignants, c'est les contractuels. C'est les contractuels, les agents permanents qui ont été recrutés et jusqu'en 1987 sont en train de partir, et c'est 10 ans après, c'est-à-dire en 97 qu'on a recruté. Il y a eu de fossé. Et il y a eu un grand fossé, et nous avons, en recrutant, dit qu'on ne recrute plus les agents permanents, mais on recrute maintenant des contractuels. Mais pour les gérer, pour la suite de leur carrière, il y a eu tout un mélange. Et aujourd'hui, nous disons qu'il faut régulariser les situations bâtardes. Et je crois, on a tiré sur la sonnette d'alarme partout, mais les gens ne semblent pas comprendre la préoccupation. On ne peut pas être en train d'escroquer ces jeunes-là et leur demander de s'investir. L'escroquerie a été installée. L'escroquerie se situe où? Je vais laisser la parole à M. Yelo. Merci beaucoup. Mais mon souhait, c'est que le gouvernement puisse prendre au sérieux cette situation. Sinon, ce serait malheureux. Rien qu'à cause de cette situation et du non-reversement d'un certain nombre d'enseignants encore, nous serons au désarroi de voir une année troublée. Ce que nous ne souhaitons vraiment pas. Alors, M. Aïlo, comment se présente l'état des lieux aujourd'hui? Quel est le problème qui se pose au niveau du fonds de retraite, de la CNSS et tout le reste? Quel est l'état des lieux? Et vraiment, pour ne pas vous mentir, c'est une désolation terrible. Et nous sommes environ plus de 25 000. Et je pense que dès que vous êtes recruté, vous, au départ, c'était la signature d'un contrat à durée déterminée. 2 ans après, ça devient le CDI durée indéterminée et vous signez le contrat révisé. Après le reversement, vous quittez le régime de la CNSS pour le Fonds national de retraite. Or, dans le décret qui régit les contractuels, il y a l'article 26 qui dit les ACE sont régis par le régime du droit public. Ma foi, la CNSS, qui est une structure du ministère de la fonction publique, qui est censé gérer les privés, gère encore les contractuels de l'État. Sur les fiches de paye, nous constatons des prélèvements de 3,6%. Même après le reversement? Après le reversement, je vous explique, ça s'arrête. Et vous êtes mis à la disposition du Fonds national de retraite. Maintenant, le fonds, sur le calcul du temps que vous avez eu à passer au niveau du régime CNSS, vous demande de valider le service auxiliaire. Maintenant, le fonds et la CNSS, aucun lien, aucun acte ne lie les deux structures biologiquement. Au point où on vous sort, nous appelons ça une facture, avec un montant exorbitant. Au trésor. Tant que vous ne payez pas, on se tait, vous êtes rattrapé à la retraite. Pendant que on se tait, vous évoluez en grade, le montant aussi évolue. Si on vous facture un montant de 583 000 aujourd'hui, jusqu'à la retraite, préparez-vous à rembourser environ plus de 1 500 000. Et c'est lors du paiement de la pension que vous constatez cet élément. Mieux, au recrutement, nous signons des contrats au niveau du ministère des Finances et de la fonction publique, et nous signons aussi une affiliation de la CNSS. Le rappel, quelle que soit la durée d'attente de parution des contrats, au niveau du ministère des Finances, le rappel salarial se fait dans l'ordre normal. Mais au niveau de la CNSS, la parution du numéro d'immatriculation, elle peut mettre 5 ans, 10 ans. Vous pouvez ne pas recevoir le numéro, vous pouvez ne pas percevoir les allocations jusqu'au reversement. Mais là, on ne vous rappelle seulement qu'une seule année. Moi, par exemple, j'ai eu à faire 5 ans avant d'avoir le numéro. Dès le démarrage du paiement, on m'a rappelé seulement une seule année. Et les autres montants, de 3,6%. C'est le rapport que vous connaissez. Mais en évoluant en grade, les 3,6% qui étaient dans l'ordre de 3 391
varie jusqu'à 6 000 et quelques. Donc, prenez le quota des contractuels que nous sommes, évaluez un peu. Mieux, dès que vous êtes reversé, la date de notification du reversement agit. Moi, par exemple, je serai reversé au titre de l'année 2012. Et c'est peut-être en 2017 que j'aurai l'acte. Mais pendant ce temps, j'ai continué de percevoir les allocations. Et dès qu'on vous reverse, au niveau du Trésor, on vous demande l'attestation de cessation de paiement des allocations auprès de la CNSS. Dès que vous y retournez là-bas, on vous dit, ah, vous êtes reversé en 2012. Hein. Tout ce que vous avez indûment perçu de 2012 à 2017, on vous fait le calcul. Vous payez ça d'abord à la CNSS avant qu'on ne vous remette. Alors que vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de cet acte. Et je posais la question. Nous avons eu assez d'audience. Mais la période d'attente avant l'apparition des numéros d'immatriculation que vous avez perçu, mais qu'est-ce que vous faites de ces montants? Puisque maintenant vous nous facturez déjà qu'on avait indûment perçu les allocations. Là, il n'y a pas une solution. Nous avons tempêté depuis... C'est une situation qui devait être réglée depuis 1998. À partir de 2010, nous avons commencé par agiter. En réalité, nous sommes devenus un ballon de ping-pong. Vous allez au niveau de la CNSS, c'est le Fonds national de retraite. Vous allez au niveau du Fonds national de retraite, c'est la CNSS. Or, selon le code de sécurité sociale de la loi 98/019, l'article 105 a bien notifié qu'il faille prendre un décret pour coordonner les modalités de remboursement entre le fonds et la CNSS. Ce qui ne se fait pas. Et cela porte des préjudices sur nos aînés qui vont à la retraite. Parce que le montant qu'on nous demande de payer au Trésor, c'est sur ces montants-là, certains acceptent de le payer, d'autres n'arrivent pas à le payer. C'est sur cela qu'ils prennent leur pension. C'est sur cela qu'ils prennent leur pension. Et aujourd'hui, on ne recrute plus APE. Si aujourd'hui, les APE sont en train de souffrir pendant leur retraite, qu'est-ce qu'il adviendra de ces contractuels? Et mieux, dans le lot de tous les contractuels, beaucoup sont là aujourd'hui qui ne savent pas, à partir de 2008, la promotion de 2008 à 2014, ne savent à quand est-ce qu'ils seront reversés. Donc pour nous aujourd'hui, pour essayer de régler ce problème, nous exigeons qu'on désaffilie tous les contractuels d'État vers le Fonds national de retraite. Et mieux, le décret qui existerait, qui devait exister depuis 1998, ce décret-là, l'avant-projet existe. Et depuis 2013, l'avant-projet est introduit en Conseil des ministres. Les deux structures ont fait l'évaluation d'incidence financière. Et aujourd'hui, qui veut perdre? Qui va perdre? Qui va gagner? Non. C'est vous qui qu'on fait payer. Souffrir, voilà. C'est nous. Oui, mais ce que vous avez expliqué là, c'est un imbroglio, comme le dit Bakary Martin, c'est une situation bâtarde. Très bâtarde. Est-ce que finalement, ce n'est pas un arrangement qu'il faut concéder pour qu'on puisse évoluer? Un arrangement, nous à notre niveau, non. L'arrangement se ferait au niveau du Fonds national de retraite et de la Caisse nationale de sécurité sociale, au point où aucun agent ne doit être intimidé financièrement. Parce que nous étions, au cours des audiences, on a reçu un émissaire ivoirien qui disait qu'il est désolé, parce que cette situation ne se vit plus en Côte d'Ivoire ni au Togo. Quand l'agent change de statut, c'est les deux structures qui se retrouvent et harmonisent les pensions et les allocations et autres. Donc l'agent n'a rien, n'a aucun copec à payer ni à la CNSS ni au Fonds national de retraite. Tout ce qui est prélevé, qu'on nous dise, la CNSS nous dit, est-ce que nous sommes sûrs que ce qu'on prélève sur nos fiches de paye rentre dans les caisses? Nous, on ne veut pas savoir. Nous, notre problème, qu'on cesse de nous escroquer jusqu'à ce point-là. Dès notre reversement, on règle le problème. Que chacun fasse son travail, vous n'avez pas été formé pour ça. Pour ça. Bien, oui, moi je crois que la première des choses que le gouvernement doit pouvoir faire, c'est la prise d'un décret d'application de la coordination entre le CNSS et la CNSS et le Fonds national de retraite. Il faut d'abord ça. Et ne pas chercher à prendre ce décret serait une mauvaise volonté du gouvernement. Et la suite, nous allons pouvoir constater. La deuxième chose, vous voyez aujourd'hui, il y a un certain nombre d'enseignants qui devraient être reversés au même titre que leurs camarades et qui ne sont pas à aujourd'hui reversés. Qui attendent depuis des années. Depuis 2008. Il y en a vraiment qui présentent des situations bâtardes. Nous, on ne parle pas de ceux-là. Mais ceux qui réglementairement étaient en service déjà au 31 décembre 2007,
et dont le reversement n'a pas été fait, il faudrait qu'on pense à eux. Notre ministre a dit qu'il y aura un recensement de ces gens-là les jours à venir. Nous attendons impatiemment ce reversement. Mais l'autre chose fondamentale de ma confédération, voyez, ma confédération est née. Quoi qu'on dise, elle est née, elle existe. La Confédération des syndicats engagés du Bénin, c'est ça. Et dans la normale des choses, les élections professionnelles devraient s'organiser depuis près de 6 ans ou 7 ans. À aujourd'hui, aucune élection ne s'organise. Et c'est la faute. Et c'est la faute, je crois, d'abord au gouvernement, mais puis à des centrales syndicales qui ne sont pas prêtes à organiser les élections professionnelles sous prétexte que on ne voudrait pas avoir des syndicats. On parle de syndicats jaunes, de syndicats bleus, de syndicats verts. De toutes les façons, nous existons et je crois que nous allons demander que les élections professionnelles soient organisées et que l'on cesse de faire de la tricherie syndicale. Ces gens-là, je ne sais plus ce qu'ils représentent véritablement. Alors, je dis, il faudrait que Madame le ministre de la fonction publique et du travail prenne ses responsabilités pour faire organiser les élections professionnelles. On ne saurait comprendre que des gens qui ont déjà fait près de 10 ans après les élections qui les ont consacrées puissent continuer de représenter aujourd'hui allègrement sous prétexte qu'ils sont premiers, ils sont deuxièmes, ils sont troisièmes. Je crois que les choses ont évolué. L'autre chose, c'est le texte de recrutement des inspecteurs aujourd'hui. Vous savez, le chef de l'État a bien voulu... Si vous permettez, je vais laisser M. Ayelo aussi se prononcer donc sur la première situation, ces nuages-là que nous avons... Non, excusez, je vais vous revenir. Donc, appréciez donc cette situation. Vous concédez, vous dites aussi que eh bien, ces enseignants qui n'ont pas été reversés depuis 2008, qui attendent, ça peut être une menace pour l'année scolaire? Ah oui, ça peut être une menace. Parce que dans le lot de reversement, c'est vrai, le décret 373 du 24 juin 2015, c'est un décret même qui a été révisé sans l'implication des syndicalistes. Parce que il y a les collègues d'entente communautaire qui ont été reversés à ceux. Pendant ce temps, ceux qui ont eu accès à la fonction publique par voie de concours devaient être reversés à peu, dans l'ordre normal des choses. Mais le décret a bloqué le reversement au niveau de la promotion 2007. Si bien que ce flot d'enseignants contractuels aujourd'hui sur le tapis de 2008 à 2014 constitue encore un gros problème. Oui, mais quand vous dites que le décret a bloqué les choses à 2007, c'était l'année où le problème s'était posé, ou jusqu'à cette année-là, on a réglé le problème. Et après, à partir de 2008, c'est d'autres personnes qui étaient... Nous avions demandé qu'on révise les textes parce qu'il n'y a plus de recrutement APE. Et cela crée d'énormes problèmes. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire qu'on désaffilie les contractuels de l'État. C'est un élément qui peut amorcer déjà, parce que c'est une grande perte pour nous et pour la nation. Cela ne nous arrange pas du tout. Et cela, si jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucun nuage ne se dessine par rapport à leur reversement en APE, alors nous serons toujours traités comme des oranges, on suce, on pressure et on jette la peau de la part de la CNSS. Mieux, les collègues de la promotion 2014, renouvellement de contrat depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, et parmi eux, eux tous n'ont pas encore de salaire, comme il se doit. Donc, vous croyez que ces éléments-là peuvent exister et on pourrait parler d'une année scolaire apaisée? C'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, ces éléments-là, nous sommes convaincus. La rentrée est effective, ça, il n'y a pas de problème pour ça. Mais la suite, nos statuts, il y a des arrêtés, des décrets d'application et autres qui devaient se prendre. Donc, pour les revendications qui, ma foi, doivent mettre l'enseignant dans les normes pour avoir le minimum dans la tête et travailler avec les enfants, il faut qu'on puisse clarifier ces éléments-là. Martin Bakary, le problème du recrutement des inspecteurs. Merci beaucoup. Je crois que c'est un problème qui est venu s'ajouter aux multiples revendications qui existaient. Vous savez, le gouvernement défunt, par le décret 2015-593 du 21 novembre 2015, a revu un peu comment les différents personnels du MAMP devraient quand même être régis.
Alors, l'une des dispositions de ce décret a prévu que les enseignants qui sont en B1 et qui sont titulaires d'une maîtrise en sciences de l'éducation et ayant fait 10 ans, qu'on puisse leur permettre de passer aujourd'hui le CAIP. En fait, la réflexion est partie du fait que aujourd'hui, nous avons dans nos rangs plusieurs enseignants qui ont les diplômes universitaires. À quoi serviraient ces diplômes si nous ne leur permettons pas une passerelle pour évoluer dans notre ministère? Les réflexions ont été faites, les différents corps ont été représentés dans la commission. Je ne dis pas que la commission a fait une œuvre aussi parfaite qu'on ne saurait trouver à dire. Mais tous les représentants y étaient, y compris les inspecteurs représentés dans la commission, les CP représentés dans la commission. Et aujourd'hui, la disposition qui est prise et qui permet à ces jeunes qui, en fait, sont B1 et 10 ans de service. Dans le temps ancien, déjà avec 10 ans de service, si vous évoluez bien, vous êtes déjà inspecteur. Cette fois-ci, nous disons, non seulement ils ont les 10 ans de service, mais ils ont la maîtrise en sciences de l'éducation. On va leur permettre de faire le concours du CAIP et ça fait polémique. Ça fait polémique. La résistance est à quel niveau? La résistance est au niveau des CP. D'abord, parce qu'aujourd'hui, nos conseillers pédagogiques, voyez, ils sont moins d'une trentaine qui sont capables de postuler pour le CAIP. Est-ce que c'est un problème de... on a ouvert 25 places aujourd'hui pour ce concours-là. Alors, si les 30 passent, la trentaine passait, ça veut dire qu'on prendrait les 25 parmi eux. Et ce n'est que sur ça qu'eux, ils campent. Et ils trouvent que les jeunes-là veulent aller, disons, au sommet. C'est-à-dire veulent être inspecteurs. Ces jeunes-là qui sont aujourd'hui sous leurs ordres, en fait. Bon, ces jeunes qui sont sous leurs ordres, c'est normal, non? Ils sont sous leurs ordres, mais le souhait... C'est la compréhension. Le souhait... Et donc, ils veulent passer aujourd'hui les étapes et devenir inspecteurs, donc passer les chefs des CP aujourd'hui. La différence, c'est que... Non, c'est pour la compréhension, oui, je suis d'accord. comprendre. Je dis, la différence aujourd'hui, eux et moi, là, nous, on a commencé l'enseignement avec le BPC. Ils ont certes évolué avec les concours professionnels, mais les jeunes d'aujourd'hui que nous avons ont commencé, certes, pas le BPC, mais c'est des gens nantis des diplômes universitaires. Qu'est-ce qu'ils font avec ces diplômes universitaires, s'il vous plaît, si on ne leur crée pas ces passerelles-là? Et moi, je crois que j'invite tout le corps de contrôle, y compris les inspecteurs, les CP, que nous puissions nous rasseoir pour quand même permettre que les choses s'organisent pour doter notre membre d'un corps de contrôle adéquat. Oui, mais M. Aïlo, moi je veux bien comprendre comment on peut expliquer cette résistance-là face à un décret alors que les CP ne sont pas au ministère, ne sont pas à la décision. Comment on peut justifier une résistance de cette manière qui fasse effet, puisque aux dernières nouvelles, ces enseignants n'ont pas pris part au concours, effectivement, à cause de cette résistance, contrairement à ce qu'institue donc le décret ou l'arrêté. Et je vous remercie beaucoup. C'est une situation qui nous gêne. Et que les auditeurs m'en excusent beaucoup, et les collègues enseignants. Nous avons des comportements. Je me rappelle bien au cours d'une assise, les gens du secondaire disent « Oh, vous nous dérangez avec vos idées primaires. » Ma foi, les gens évoluent. Qu'on leur permette d'évoluer dans le sens normal des choses. L'effectif aujourd'hui, moi je suis un peu gêné d'entendre qu'on passera à un regroupement de circonscriptions scolaires. Est-ce qu'à un seul... D'ordinaire, c'était chaque commune avec son inspecteur. D'abord, un inspecteur avec les différentes écoles dans sa juridiction n'arrive pas. Parce que là aussi, c'est un autre problème. Le contrôle pédagogique, lui seul ne pourra pas, même avec les 3 ou 4 CP, ne pouvait pas vraiment satisfaire. Il fait face. Si aujourd'hui, avec les collègues qui ont évolué, maîtrise, licence en sciences de l'éducation, pourquoi ne pas permettre? Parce qu'entre-temps, on avait souhaité le redéployer au niveau du secondaire. Le secondaire a trouvé paradoxal que nous soyons en train de nous plaindre de la pénurie
et qu'on puisse encore reverser ces enseignants-là au niveau du secondaire. Donc, c'est dans ces réflexions-là que le décret permette aujourd'hui à ces collègues-là, avec leur niveau d'études universitaires, de postuler. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une anomalie déjà que des CP, comme vous dites, fassent obstacle à l'application d'un arrêté? C'est vraiment une grande anomalie. Moi, comment ça s'explique? Comment ils prennent le dessus? Bon, est-ce que je ne maîtrise pas? Parce que eux, en tant que corps de contrôle supérieur à nous, ils ont la latitude de se rapprocher des décideurs. Sincèrement, par rapport à nous, ils ont ça dit tout ce qu'il faut. Le CP, l'inspecteur, le ministre aujourd'hui est inspecteur. Donc, autour de ce réseau-là, est-ce que les enseignants titulaires de ces maîtrises et autres-là ont la facilité d'atteindre le ministre? Donc, entre les deux éléments, je pense que les CP et les inspecteurs ont la facilité d'atteindre le ministre que les enseignants à qui on empêche de postuler aujourd'hui. Oui, non, je crois que sur ce point-là, ce n'est pas les CP véritablement qui ont bloqué, parce que c'est les camarades détenteurs de ces diplômes universitaires qui ont été illégalement écartés de ce concours-là, qui ont saisi donc la justice à travers un huissier qui aurait saisi le MAMP pour que ne soit pas organisé ce texte-là et que l'on tienne compte des dispositions de notre décret. Donc c'est fort de ces injonctions que le cabinet a estimé que si c'est cela et que ça crée polémique, il vaut mieux reporter, disons, la date de composition de ce concours-là. En réalité, qui sont ceux-là qui ont été écartés? C'est les camarades ayant des maîtrises en psychopédagogie et de formation qu'on a écartés. Or, ils ont fait le département de l'éducation à l'université pour obtenir ces diplômes-là. Ils sont donc dans le champ de prise en compte des enseignants titulaires de maîtrise en sciences de l'éducation. Mais on a rejeté leur dossier, on s'en est tenu à ceux à qui on a mis sciences de l'éducation seulement, et puis les intéressés ont protesté, et je dis à juste titre, et voilà ce que ça crée comme un groupe. Donc moi je voudrais demander humblement à mon ministre de prendre ce dossier-là très au sérieux pour que nous puissions doter notre système éducatif de cadres d'encadrement et de contrôle. C'est important. Et le nombre 25 ouvert pour recruter aujourd'hui les inspecteurs, ce nombre-là me paraît insuffisant parce qu'au total, ils seront 69 à la fin de juillet et de janvier, là, qui soient véritablement en service. Alors qu'il faudra au moins 77. Tout au moins. Ça dit la centaine. Sinon, dans des centres urbains, il en a à Porto-Novo. Je sais qu'il a 2 circonscriptions scolaires, par exemple. Alors que c'est une seule commune. À Cotonou, il doit en avoir 4 davantage, etc. Bon, avant de laisser l'antenne aux auditeurs, je vais vous poser cette dernière question-là. Quelle est l'appréciation que vous avez des premiers pas de la gouvernance de l'école sous la rupture? On a entendu aussi des protestations comme quoi on n'a pas respecté les grades, qu'on aurait pris moins gradés, qu'on a nommé dans des écoles des choses qu'on déplorait sous Boni Yayi, qu'on reprenne. Est-ce que vous certifiez? Est-ce que c'est le cas, M. Aïlo? Merci beaucoup. Je pense que par rapport à la nomination de cette année, c'est vrai, le cabinet a tout fait pour essayer de respecter les grades. Mais par moment, il faut comprendre, le ministre, même certains cadres ne sont pas censés. Parce que des pots de bananes peuvent se glisser. Et le constat a été fait. Mais ce n'est pas plus criard que ce qui se passait les années antérieures. Ça, soyons francs. Ce n'est pas plus criard. Cette année, les gens ont essayé. Nous avons constaté que des gens sans visite d'aptitude, des moins gradés, et sont directeurs par rapport à ceux qui sont gradés. Donc, je pense que nous, à notre niveau, nous avons essayé de confier à certains responsables de bien revoir la chose. Oui, mais effectivement, est-ce que la bonne foi ne veut pas qu'on corrige ces pots de bananes là, une fois qu'on les a découvertes? Effectivement, le cabinet, en toute responsabilité, a vraiment les prérogatives de faire ce qu'il faut, de corriger. Monsieur Bakari. Non, je crois qu'il faut décerner satisfaction à ce cabinet-là et à travers les travaux qui ont été faits, à savoir que les mutations parues un mois avant la rentrée
À l'enseignement primaire. À l'enseignement primaire. Au niveau des nominations, les nominations sont parues déjà. Et avec le grand nombre qu'il y avait à nommer au regard des départs à la retraite, aucune œuvre humaine n'est totalement parfaite. Maintenant, s'il y a des coquilles, on pourra revoir. Mais il faut reconnaître que le ministre a instruit la commission pour que ne soient nommés que ceux qui figurent sur liste d'aptitude après une inspection. Mais si d'une circonscription scolaire, les gens sont venus, les listes sont parvenues au cabinet et signé que les intéressés ont fait une visite d'inspection pour être sur liste d'aptitude, qu'est-ce que le cabinet a à voir? C'est quand il y aura protestation pour dire telle circonscription n'a pas fait la visite à tel enseignant qu'une enquête pourrait être ouverte et seul le CCS répondrait de cet acte. Et les sanctions devraient tomber. Et les sanctions devraient tomber. Voilà. Nous allons à présent laisser l'antenne aux auditeurs. Le 64 44 02 44, c'est le premier numéro pour nous joindre. Le 66 75 72 72, le second numéro. Nous avons déjà notre tout premier auditeur en ligne. Bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Eugène Ewagnon, c'est mon nom. Je salue vos invités. 3 questions à vos invités. La première question, je tenais d'abord à louer l'intelligence même des enseignants en général. Non, si vous posez vos questions directement, ça nous aiderait mieux, monsieur Wagnon. Première question. Après avoir fait vos études et avoir décidé de vouloir être enseignant, ne pensez-vous pas qu'il faille honnêtement et franchement rendre un travail bien fait afin que nos enfants ne soient pas victimes, comme l'autre a dit, victimes de l'expression de l'art vocabulaire? Deuxième question. Est-on obligé d'être enseignant? Car quand je me souviens de ce que mon grand-père disait, l'enseignant, c'est le second père. Après nous, les pères réels. Vous êtes les pères adoptifs. Alors, dans ce cadre-là, quelle est, je dirais, la récompense du côté du ministère quand on sait que après avoir servi l'État 35 ans, vous êtes malmené, vous n'avez même pas votre livret de retraite. Allez vérifier, vous verrez combien de ces enseignants n'ont déjà admis la retraite après avoir déposé depuis plus d'1 an leurs dossiers, ne sont pas en possession de leur livret de retraite. Merci, monsieur Wagnon. Deuxième auditeur, bonjour. Le 64 44 02 44, le 66 75 72 72, je crois, c'est le numéro qu'a composé cet auditeur. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Adamon Kifoulé. Ah ouais. Merci. Et je salue d'abord vos invités. Bonjour. Et c'est pertinent ce qui a été développé. Moi, j'ai une seule préoccupation, c'est concernant la question du CNSS. Est-ce que M. Ayello et M. Bakary, est-ce que vous avez déjà pris contact avec le nouveau ministre du Travail pour cette question? C'est la seule préoccupation que j'ai. Merci à vous, M. Adamon Kefoli. Nous prenons le troisième auditeur, il est déjà là. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Oui. On m'appelle Archissou Vincent. Archissou Vincent. Oui, j'appelle de Porno-Missouété. Je salue tous vos invités. Et je vous ai demandé à l'SG, je dis que je suis content de cette émission. Et qui vient de dire que à l'entrée des écoles normales, il faut la dicter nécessairement. C'est ça, nous avons vécu ça. Et il vient de dire aussi que les derniers enseignants sont recrutés en 87. Nous, c'est notre promotion. On a fait la dictée avant d'aller à l'école normale. Mais le sort qu'on réserve, il le sait. Vraiment. Vos questions, s'il vous plaît, M. Arissou. Alors, je voudrais demander à l'EG de prononcer sur quelle est la catégorie d'enseignants qui, aujourd'hui, qui doit partir en 80, c'est-à-dire recruter en 87, qui doit partir et qui a laissé ce vide de 10 ans.
Et je salue le ministère pour la dictée qui est revenue. Et je voudrais demander également à l'EG que maintenant, est-ce qu'il n'est pas temps d'encourager le DEC qui avait pris la décision en 2012 quand il était question de sanctionner les directeurs et les chefs centres au moment où il y avait des gens qui avaient de 17 et pour moyen, mais en un mois, 2 et qu'on avait refusé. Voilà qu'avec les tests... Je n'ai pas bien compris votre dernière question, monsieur. Je dis bien oui. que l'EG est censé de connaître ce que je dis. En 2012, on avait proposé, la DEC avait proposé avec le ministère que des chefs centres sous qui avait eu des gens qui avaient 17, des candidats, 17. En un mois, ces candidats s'étaient retrouvés avec 2 qu'on devait sanctionner et il y avait problème. Voilà que l'EG vient de dire que tout à l'heure, avec les directeurs déchargés, que c'est une bonne chose. D'accord. Alors je dis, est-ce que celui qui avait déjà pris cette décision en 2012, faut pas... Non, il connaît, je sais ce que d'accord, il connaît. D'accord, il a déjà approuvé. Donc, s'il ne peut pas faire un coucou, il ne peut pas saluer le DEC dans ce sens. Merci. D'accord. Quatrième intervenant ce matin, bonjour. Bonjour, vous êtes là. Votre nom? Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. Votre nom, s'il vous plaît. On m'appelle Paty Pierre, je vous appelle depuis Adjoum. Pardon, Paty? Akimé Pierre, depuis Adjoum. Akimé Pierre, oui, allez-y. En fait, j'ai une seule préoccupation. J'aimerais demander à vos invités, parce qu'ils ont dit tout à l'heure que les contrats au niveau des ANP volontariats sont rompus. Mais quel contrat est-ce que vous voulez le jeudi passé? Parce que le contrat de volontaires, la promotion de 2015 est renouvelée le jeudi passé. Donc, j'aimerais qu'il me donne quelques éclaircissements. Ça a été renouvelé le jeudi passé où? Soyez plus précis, vous, déjà. Au niveau du chef de volontariat, c'est sur WhatsApp. C'est sur WhatsApp. Le contrat est renouvelé et c'est pour 2014 qu'il ne continue plus. C'est cela. Ok, nous allons prendre le 5e auditeur à la suite de Pierre Akimé qui nous appelait d'Adjoum. Bonjour. Il est parti, me semble-t-il, mais nous rattrapons bonjour. Le 5e véritablement. Oui, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Oui, c'est Sylvain Bossou. Sylvain Bossou. Oui. Oui, bonjour, cher doyen Bakary, et bonjour aux camarades Ayelo. Bonjour à vous. Oui, je suis de la promotion de 2007 comme le SG Bakary et Ayelo. Ouais. Depuis que nous avons terminé avec le CAP, jusqu'à présent, nous attendons les reclassements. Qu'est-ce qui se passe et nous n'avons pas de reclassement? C'est ma seule préoccupation, monsieur. Merci d'être passé. 6e auditeur, bonjour, toujours pas d'auditeur, le 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72 pour nous joindre. Bonjour. Oui, bonjour tout le plateau. On m'appelle Kéké Robert depuis Faye. J'ai 2 questions. Et la première question, le texte qui régit la construction des écoles a prévu quoi? Parce que nous constatons dans les arrondissements et autres qu'il y a des écoles qui sont construites comme des burettes. Deuxième question. Et parfois, il y a des enseignants qui vont pour des réunions syndicales, certains pour des congés de maternité, et ils laissent les classes vides. Bon, qu'est-ce qui est prévu avec le gouvernement de rupture pour cette différence? Je vous remercie. Merci d'être passé, Kéké Robert, qui nous appelait d'Ifani, a-t-il dit, nous allons à présent, nous prenons un tout dernier auditeur, bonjour, il est aussitôt parti. Alors nous allons revenir dans le studio. Oui, bonjour. Allô, bonjour monsieur Vigil. Vous êtes le dernier auditeur aujourd'hui. Votre nom s'il vous plaît. Oui monsieur Vigil. Bonjour, votre nom s'il vous plaît. C'est Pamphile Arkissou. Pamphile Arkissou, bienvenue. Oui, il y a trop de me souhaiter. Je voudrais aborder dans le même sens que le dernier intervenant de tout à l'heure. Le constat est que dans les zones reculées, les zones, notamment dans les vallées de Lemay, etc., les enseignants se donnent parfois le vilain plaisir de s'absenter au cours à tout moment. Parfois, c'est le midi qu'on vient au cours, vers midi,
et déjà le jeudi ou bien le mercredi, on s'attend déjà après en abandonnant les apprenants. Je voudrais savoir aujourd'hui avec le gouvernement de la rupture, quel est le sort qui est vraiment réservé à ces absentéistes éternels. Parce que c'est un fait très criant et je pense quand même qu'il faut prendre des mesures drastiques pour contenir cette situation-là. Bonne antenne à vous. Merci à vous, Pamphile Akissou. Nous allons revenir à présent dans ce studio. Peut-être commencer par les dernières questions. Enfin, c'est comme vous voulez. Pamphile Akissou, tout comme Robert, quelqu'un qui demandait mais qu'est-ce qui est prévu, comment on gère le cas des enseignants qui sont réputés absentéistes. M. Bakari. Ok. Merci bien. Je voudrais remercier tous les intervenants. Le nombre d'intervenants témoigne de ce que votre émission est bien écoutée. Merci à vous, Radio Soleil FM. Alors, je voudrais commencer effectivement par les derniers intervenants qui parlent de l'absence ou du retard des enseignants. Moi, je crois que vos questions viennent interpeller la conscience de nos collègues. Et ce que vous avez dit n'est pas faux. Nous-mêmes, nous en savons quelque chose. Nous constatons ça malheureusement. Et je voudrais profiter de ces interventions-là pour exhorter mes camarades syndicalistes à plus de conscience professionnelle. Parce qu'en réalité, ça a été nous, notre cheval de guerre. Hein? Les jeunes qui sont avec moi, ça a été le lot quotidien de mes sensibilisations en ce qui concerne la conscience au travail, le respect de l'autorité, le travail bien fait. Et je crois que vos questions m'amènent à renouveler ces souhaits-là, ces recommandations à l'endroit de toute la classe enseignante. Maintenant, pour ce qui est de ce qui est prévu pour les sanctionner, je crois que seul le ministère prendrait les dispositions en la matière. Et c'est pour ça que aujourd'hui, en dehors des CP qui sont en activité, en dehors des inspecteurs qui sont en activité, le ministère prévoit de faire appel aux inspecteurs à la retraite et aux CP à la retraite, certains qui se sont distingués par leur travail, afin que le code d'encadrement soit bien consolidé. Et ce code d'encadrement va éviter beaucoup de ces sorties dont vous parlez. Si vous permettez, sur la même question, Monsieur Ayelo, est-ce qu'il faut seulement incriminer ces enseignants-là? Est-ce que les directeurs, en principe, ne devraient pas, au fur et à mesure, rendre compte de ces situations-là dans nos écoles? Merci beaucoup, Monsieur Vigile. Je remercie tous les auditeurs et les réactions sont pertinentes. D'abord, par rapport à la législation scolaire, chacun doit jouer sa partition. Nous avons des cahiers de charges, et enseignants, et directeurs, et conseillers pédagogiques, et inspecteurs. Et les absences, j'ai noté, quelqu'un parlait de syndicalistes, de congés de maternité, on ne saurait empêcher une enseignante de concevoir. Ça, c'est le premier aspect. L'autre chose, ce n'est pas parce qu'on se revêt du manteau, on est syndicaliste, qu'il faut s'adonner à l'absentéisme et au retard dans les écoles. Ça, je suis désolé. C'est celui-là même qui doit donner l'exemple. Alors, si de pareils cas se produisent, la première personne à être interpellée, c'est le directeur d'école. Nous avons assisté à des assises pour lesquelles on a peur de sévir avec des considérations, je ne sais quoi, et ce sont les parents qui réagissent. Politique, vous voulez? Politique, même religieuse. Ça, c'est un cas que j'ai eu, oui. Parce que, si je fais ceci, on ira me remettre à telle personne, donc on se tait. Et cette personne aussi a la latitude de demander encore d'autres services au ministère, et le ministère vraiment arrive à honorer ces services. Donc, déjà, le directeur n'est pas considéré. Puisqu'on supplante le directeur, on va demander des services. Voilà ce qu'on fabrique sur le terrain. Donc là, chacun est interpellé. Les collègues enseignants, chacun doit jouer sa partition, les cahiers de charges sont là. Que le directeur essaie aussi de gérer la chose. Là, quelqu'un a parlé des zones reculées dans la vallée. Je sais que dans la vallée, il y a des situations liées au climat. Qui impose ça. Qui s'impose. Qui impose que le calendrier scolaire soit revu. Et là, les dispositions ne sont pas prises. Si les enseignants
dans l'ordre normal des choses, avaient des résidences dans ces localités, je pense, ma foi, ils seront obligés de rester là jusqu'au vendredi soir ou samedi avant de regagner leur famille sur la rive ici. C'est réel dans les zones de la vallée et autres, c'est ce que nous assistons. Mais cela ne saurait justifier ces comportements-là. Parce que après les périodes pluvieuses, on constate que des collègues, ça donne à ça. Ensuite, le collègue, un auditeur, a parlé des reclassements après la qualification professionnelle, après le CAP. C'est vrai, nous sommes en train de prendre des dispositions. Nous estimons que la question de la CNSS pour nous d'abord est prioritaire. Les dossiers de reversement ont été déposés. Je pense que lorsque le reversement sera opéré, nous allons connaître l'avancement. Donc le reclassement va s'opérer dans le reversement. Donc naturellement. Sur ce point-là, que le collègue ne s'en inquiète pas. Pour nous, il faut vider la question de la CNSS qui est primordiale pour nous. Parce que tout de suite, l'acte de reversement qui devait être une joie devient encore un souci. Donc la priorité que la CNSS et le Fonds national de retraite s'attellent à gérer ce problème. Alors, un autre auditeur parle de la... Bon, nous avons déjà assez épilogué là-dessus. La dictée pour l'entrée dans les ENI, ça c'est réel. Il faut opérer, et qu'on appelle à cette réforme-là, que les tests soient revus pour les entrées dans les ENI. Que la dictée soit plutôt à l'entrée plutôt qu'à la fin. Et M. Adamou Kifoli, je voudrais vous dire avec amertume que depuis le 2 août, nous avons demandé des audiences à la fonction publique au ministère des Finances, DGCNSS. J'ai les documents. 2 audiences. Et la première audience, le 18 août, à toutes ces institutions, sans suite. Nous avons renouvelé. Les demandes sont restées sans suite. Juste là. Jusque-là. Et c'est au renouvellement. À partir de 2 septembre, nous avons eu le retour du ministère des Finances par le DGB adjoint qui nous a reçus sur instruction du ministre des Finances. Je le remercie pour ça. Et la CNSS aussi, avec toutes les pressions qu'il faut, a fini par nous recevoir. Mais le ministre de la fonction publique, avec les 2 lettres de demande d'audience, n'a cru nous recevoir pour nous écouter. Elle vous méprise ou pour elle le problème? Sincèrement, elle n'en fait pas. Bon, je ne sais pas. D'abord, Baptiste a dit à tout. Bien sûr. Parce que d'abord, le ministère des Finances, nous n'avons pas mis le contenu de l'objet. Parce que c'est un problème qui perdure. Malgré cela, le ministre des Finances a donné instruction pour qu'on nous écoute afin qu'il prenne des dispositions. Et c'est au cours de cette assise que le DGB adjoint nous a demandé de faire un mémoire. Ce que nous avons déjà déposé. Mais même si nous sommes des moutons et que nous envoyons un écrit administratif, si madame le ministre n'a pas le temps, elle peut instruire son cabinet à nous recevoir. Donc les 2 lettres de demande d'audience, M. Kifouli, jusque-là sont restées sans suite au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique. Mais au-delà de tout, en faisant la synthèse de ces audiences-là, le problème ne semble pas être réglé. C'est comme si c'était depuis 2010, le problème perdu. Au début. Livret de retraite, c'est vrai, M. Eugène Wagnon, c'est avec amertume. J'étais dans les coulisses au niveau du Trésor, un retraité qui s'est fait accompagner de 2 Zémi Diamant qui ont mis les bras sous les aisselles de notre aîné après avoir servi 30 ans la nation, qui sont en train de croupir dans les escaliers, aller régler le problème de livret, de pension, de ceci. Et mieux, ceux-là même sont vraiment, je ne saurais le dire, c'est grave. Chanceux. Il y en a qui sont diables. Pour ceux qui ne peuvent pas faire les escaliers, qu'est-ce qu'il va en devenir? Ensuite, ceux qui ont la chance d'atteindre ces bureaux-là, c'est moyennant quelque chose. Or, c'est parce que l'épineux problème de la CNSS du fonds n'est pas réglé. Parce que le fonds n'a pas de liquidité. J'aurais appris qu'ils ont une ardoise déficitaire d'environ 25 milliards. Contrairement à la caisse. Qui se réjouit. Parce que tout est rose là-bas. Tout est rose. Donc, administrativement, que la fonction publique prenne ses responsabilités afin d'alléger la tâche aux retraités. Parce que, au vu de cela, sincèrement, nous sommes gênés. Qu'est-ce que demain réserve à ceux-là aujourd'hui qui sont en service? Oui, mais pourquoi ça a perdu? Ce problème ne date pas du tout d'aujourd'hui. Pourquoi? C'est un problème d'organisation, non? C'est un problème d'organisation administrative. Ça, soyons sincères. Et pourquoi ne fait rien juste là? Mais
nous-mêmes... Dans les autres pays, c'est comme ça se passe? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que nous échangerons avec les autres. Je ne crois pas. Parce qu'on sait à quelle date l'agent est recruté. Administrativement, tout devait se dessiner à travers avec l'informatique aujourd'hui. À telle date, vous savez que vous devez être à la retraite. La lettre vous est adressée, vous prenez vos dispositions, vous déposez. Malgré que des gens aient l'esprit d'anticiper jusque-là, recevoir les livrets de pension devient problème. Donc, entre la fonction publique et le ministère des Finances, que les gens essaient de voir réellement ce qu'il faut faire. Parce qu'en réalité, l'agent n'a pas besoin de se déplacer. Et l'un des problèmes aujourd'hui, c'est quoi? Les enseignants, imaginez-vous quelqu'un qui est à Malanville, qui attend des actes, qui ne les reçoit pas. Quelle sera la motivation pour travailler avec les enfants? À tout prix, cherchera à venir vers le ministère de la fonction publique, vers le ministère des Finances, et c'est 1 semaine ou 2 semaines. Parce qu'une fois ici, c'est pas sûr que le problème soit réglé en 2 ou 3 jours. Il passera le temps, il verra clair dans la solution. Or, au niveau des autres corps, je prends par exemple l'armée, que l'agent soit muté à Tchoumi, il est là, il retrouve son acte, les émoluments financiers l'accompagnent. Mais chez nous, en l'enseignement maternel primaire, c'est tout un problème. Donc, si on peut revoir les choses et penser au décrochage, je pense que, ma foi, on pourrait trouver des solutions par rapport à ces éléments-là. Alors, M. Martin Bakary. Oui, je crois que décrochage, d'accord, mais c'est la mentalité des hommes qui sont appelés à animer nos services qui compte beaucoup. Je voudrais proposer par rapport à ce problème des retraités que l'on retourne au guichet unique qu'avait initié le ministre Martial Souton. Parce que là, j'ai eu comme impression que certains ne retrouvaient plus leurs gains. Parce qu'ils n'étaient plus on ne venait plus les rançonner, on ne venait plus les corrompre, et ils n'avaient donc plus d'avantages. Ils ont rompu ce travail-là, qui était quand même du très bon travail, et qui permettait, dès qu'un dossier de retraité venait à rentrer en commission, ça fait tout un circuit et ça sort. Et il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y a plus d'intermédiaire. Je voudrais que Mme Adidjat revienne sur ce truc-là et qui pourrait soulager beaucoup, surtout les enseignants. C'est eux qu'on malmène le plus. Les autres cadres des ministères, ils ont leur livret de pension très tôt. C'est pas bon. Je voudrais revenir sur le problème du DEC. Le DEC de 2012. De 2012. Non, il faut avouer que le MAMP a eu la chance d'avoir un très bon DEC. Mais c'est lui qui est resté, non? Depuis je dis c'est lui. Monsieur Gadou. Mais je vous dis, c'est un bonhomme bien. Le DEC, en réalité, n'est là que pour accompagner le régime. C'est aussi ça. Vous voyez, le résultat catastrophique auquel on a assisté, et vous parlez de résultat catastrophique, qui est le bon résultat de notre système éducatif. Le résultat de la vérité. La vérité des résultats. Voilà. Et en réalité, mais il aurait pu donner de ces résultats-là depuis. Mais lorsque le régime ne vous laisse pas la main libre, lorsque le régime avant que ce résultat ne soit donné, je sais combien de concertations il y a eu quand même avant que le résultat de cette année-là ne soit donné. Alors, notre DEC, nous avons eu la chance d'avoir un homme intègre, un homme de vérité et qui ne fléchit pas devant n'importe quoi. Mais il a fléchi pendant 10 ans, M. Gadou. Bon, il a... Il a fléchi pendant 10 ans. Non, il n'a pas fléchi. Il n'a pas fléchi. Le système s'est imposé à lui. Il y a autre chose que ça. Dicté à l'entrée, je suis tout à fait d'accord. Très rapidement, les gens... de cette émission. Maintenant, je voudrais parler notamment de ceux qui ont parlé de contrats renouvelés pour les volontaires ou ANPE. Je voudrais leur dire quelque chose. Si les gens vous intoxiquent sur les réseaux sociaux. Et on dit on a renouvelé. J'invite ces collègues-là à aller passer le texte de recrutement bientôt et à quitter ce truc de volontaire ou ANPE, un truc sans issue. Sans issue, parce que lorsque vous écoutez les différents ministres, c'est des gens qui ne s'accordent pas tous les violons pour voir évoluer ces jeunes-là. Moi, je ne leur souhaite vraiment pas ça. Les enseignants de la promotion 87 appelés à faire valoir leur droit à la retraite de manière précipitée. Et monsieur le journaliste, avouons qu'il y a un véritable désordre administratif dans ce dossier-là.
c'est un dossier que je maîtrise plus que tout autre. Non seulement parce que syndicaliste, mais parce que au cours déjà de 87, j'étais déjà syndicaliste depuis ce temps-là. Donc je connais à peu près tout ce qui s'est passé. En réalité, vous ne pouvez pas avoir soumis des gens à un texte. Cela risque d'être en même temps votre mot de fin, M. Bakary. Très rapidement. Vous ne pouvez pas avoir demandé à des gens de subir un test. Ils sont recrutés sur la base d'un contrat de 3 ans de formation. Ils n'ont même pas fait 1 an. Vous les soumettez à un autre texte pour les envoyer en formation et vous considérez qu'ils avaient déjà pris service. Il y a un peu d'injustice dans le dossier, mais l'administration étant ce qu'elle est, nous acceptons, mais retenons qu'il y a une injustice. Un mot, oui, merci beaucoup. Et par rapport à notre problème de la CNSS, nous avons assez négocié et nous estimons que d'ici fin octobre, si une solution n'est pas trouvée, nous serons obligés de passer qu'on appelle à la nuisance de notre machine syndicale. Pour terminer, rapidement, un mot, M. Bakary. Oui, merci. Et je voudrais féliciter le gouvernement pour les nouvelles mesures pour accompagner le système éducatif. Merci à vous, merci aux amis auditeurs. C'est la fin de cette émission. Mohamed Liamidi en a assuré la mise en ordre de micro Virgile Avancé. On se retrouve dimanche prochain. Wilfried Adou, Virgile Avancé.